bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Où ce soir, j'ai l'immense joie, bonheur de recevoir Olivia de Lamberterie. Bonsoir Olivia, tu Bonsoir m'entends ou Nathalie, pas? c'est moi qui ai l'immense, je t'entends très bien, c'est moi, je disais, qui ai l'immense bonheur d'être interviewée par toi. Alors ce soir, je te reçois pour ce roman qui s'appelle Comment font les gens? C'est la question qu'on se pose à tout âge, n'importe quand la journée. Ma mère, je crois que c'est la question qu'elle pose le plus dans une journée. Donc il est paru le 2 mai dernier au livre de poche. Il fait suite alors à celui-ci qui était paru avant. Donc voilà, il y a le rouge et le bleu. Comment ça va, Olivia? Ça va, Cette sortie poche, ça se passe bien? euh, ça va, ça va bien parce que euh, j'ai un rapport, je pense, assez particulier avec mes livres. Et là, de le redécouvrir comme ça sous une nouvelle forme, j'ai aussi l'impression de le redécouvrir presque comme lectrice. Et finalement, c'est un peu vertigineux et c'est assez étonnant. Et est-ce que tu Mais l'as relu? Est-ce que tu l'as relu oui, il n'y a pas longtemps ou pas? ah non, ah non, non, tu vois, je ne l'ai pas relu. Euh, En préparant cette rencontre, je regardais comme ça, je l'ouvrais au hasard, mais j'ai l'impression que c'est presque impudique de me relire parce que j'écris dans une sorte de grande concentration et après j'essaye de me détacher. Donc là, tout d'un coup, je peux rougir toute seule de ce que j'ai écrit. Mais Alors moi, non, je non, t'ai je ne peux pas relu. me Je relire. t'ai lu, Après, tu relu, sais, relu. ah, oui. Oui. Et alors? Et moi, j'ai trouvé ça aussi bon que la première fois que je l'ai lu. Moi, je me souviens très bien quand est-ce que je l'ai lu ce livre parce que j'avais un problème aux yeux quand tu m'as envoyé ton livre. C'était une catastrophe. Je sentais ton désespoir en me disant ouh là 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 là. Et j'ai bravé les interdits. Je peux te faire la confidence maintenant. J'ai bravé les interdits de mon ophtalmo. J'ai lu quand même le livre parce que j'avais très envie de le lire. Et j'ai trouvé à la lecture de ce poche-là que c'était la même sensation que j'avais eue quand j'ai lu le grand format. Donc tout va bien. Ouf! Parce qu'il faudrait quand même que les gens, je ne sais pas comment ils font, mais en tous les cas, je peux leur dire quelque chose, c'est que tu es sans doute, et c'est très très précieux pour un écrivain, vraiment une des meilleures lectrices que je connaisse. Donc ton avis est très précieux parce que rien ne t'échappe. Voilà. Et parfois, on écrit des choses et on se dit personne ne le verra. Eh bien, Nathalie Couder le voit. Mais je sais lire tout Hum. court, Olivia. Toi aussi, tu sais lire tout court. Donc, quand on sait lire tout court, on voit les choses. Est-ce que tu peux nous pitcher en 1 minute l'histoire, pour que tout le monde soit, pour que Ah, ceux qui ont la chance de ne pas encore l'avoir lu, sachent de quoi on parle? alors, comment font les gens? C'est 24 heures de la vie d'une femme, mais le titre était déjà pris. 24 heures de la vie d'Anna. Elle a un mari, elle a trois filles, elle a une mère qui perd la tête, elle a un travail très prenant, elle est éditrice et heureusement, elle a beaucoup d'amis. Et pendant 24 heures, je voulais plonger le lecteur dans la tête, dans la psyché d'Anna pour montrer cette vie à toute allure. Au départ, j'avais même l'idée, mais mon éditeur m'a un peu freiné. Je ne voulais pas mettre de paragraphe. Je voulais que ça soit comme ça, d'une traite, pour montrer cette espèce de sensation que jamais rien ne s'arrête. Est-ce que j'ai fait 1 minute? Oui, c'est parfait. C'est bien. C'est très bien. Bon, Parfait. Je peux m'en bon. aller. Non, je plaisante. Je vais rester. Je vais rester parce que je voudrais. Alors, justement, tu l'as dit, 24 heures dans la vie d'une femme. Il y va être aussi une question de la famille, des amis, de la charge mentale, de l'invisibilité. Ça, c'est un peu un fil rouge. Aussi, il y a quoi? Alors,
la légèreté Ouais. et la solitude, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, parce que Anna, même si elle a beaucoup d'amis, elle a une grande famille, parfois elle est un peu enfermée dans sa solitude. Donc ça aussi, c'est, je ne sais pas si les gens qui l'ont lu l'ont vu, mais ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant chez toi, qu'il y avait aussi dans le précédent, la solitude, et peut-être qu'il sera encore dans celui qui arrive. Moi, je voudrais savoir quel est ton rapport avec le temps qui passe ou le temps qui s'écoule. Elle est vraiment intéressante cette question parce que c'est la grande question du livre, évidemment. C'est le temps. Et c'est moins comment caser la vie de 5 femmes dans une journée que quel est le rapport d'Anna avec le temps qui passe. Et c'est un combat, je dirais. Euh, Parce que c'est une question que je me pose et je trouve que c'est une question très violente de la société, c'est justement euh, comment accepter le temps qui passe dans une société qui n'aime finalement que les jeunes. Comment accepter le temps qui passe dans une société qui déteste les fragiles. Comment accepter le temps qui passe dans une société qui ne veut même pas dire le mot vieux comme si c'était devenu un gros mot. Donc c'est vraiment un livre qui est traversé par cette question, hein. Mais d'ailleurs, parfois, est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre à distance pour se sauver du temps qui passe trop vite? Bien sûr, bien sûr. J'ai vraiment l'impression que la métaphore du sablier, c'est-à-dire qu'on passe son temps, je trouve, à être complètement, en tous les cas, Anna, elle passe son temps à être complètement presque schizophrène avec le temps. C'est-à-dire qu'elle voudrait, dans un même élan, qu'il passe plus vite et le retenir. Et c'est évidemment impossible. Mais la seule place raisonnable qu'elle devrait adopter et que moi je devrais adopter, c'est effectivement euh, de se mettre à distance de toutes ces injonctions, injections et accepter. Je pense que accepter le temps qui passe, c'est la voie de la sagesse, mais c'est très très difficile, hein. Parce que c'est pas seulement évidemment les rides, c'est accepter ce qui a disparu. Et moi, voilà, je lutte. Euh, je ne veux pas accepter ce qui a disparu. Alors, il y a un personnage que moi j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage de Nine, donc c'est la mère d'Anna, qui est très féministe et qui commence à avoir un peu de démence. Alors là, il y Mhm. a de la légèreté, mais de la légèreté qui dit des choses très graves et très intéressantes. Comment tu as fait pour construire ce personnage sans avoir les poncifs, les trucs trop dedans? On se dit, bon, bah, on l'a déjà vu ce personnage. Ce personnage, il est d'une justesse incroyable et ça me rappelle la délicatesse que tu avais dans l'autre livre, ton écriture, quand tu parles de Nine, justement. Alors, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que j'aime beaucoup Nine et parce que c'est vraiment un personnage totalement inventé. Euh, je m'étais juré de dire à chaque fois que je faisais une rencontre que ce n'était pas du tout ma mère et que ma mère allait très bien. Nine, c'est vraiment. Je voulais qu'elle soit touchante et exaspérante à la fois. Euh, et pour moi, elle incarnait vraiment quelque chose que elle est née. Je me souviens très bien quand elle est née, Nine. Elle est née pendant le confinement, un jour où à la radio ou à la télévision d'ailleurs, j'ai entendu qu'on n'avait plus le droit de toucher la main des personnes âgées dans les EHPAD. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était la fin de la civilisation. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais essayer d'inventer une Nine, une vieille personne qui perd la tête, qui est là, mais qui est plus là, et qui
tout d'un coup a des accès comme ça de réalisme et puis en même temps qui s'en va. Et je pense qu'il y a beaucoup de Nin dans nos vies. Et en même temps, euh, elle est tenue par ce qu'elle a été. Donc, c'est sans arrêt comme ça, des allers-retours. Et je l'aime beaucoup, Nine aussi, hein. Alors c'est vrai qu'elle est sans filtre, mais parfois on a l'impression que c'est elle qui donne le diapason et qui ramène sa fille à la réalité. Elle a des punchlines, comme dans tout le livre, il y a des punchlines, je pense qu'on pourrait faire un condensé qui sont énormes. Alors qu'on ne me dise pas qu'Olivia de Lamberterie n'est pas drôle, parce qu'elle est extrêmement drôle. C'est là-dedans. Oui, parce que je trouve que ce qu'il y a de plus grave, ce qui me fait le plus peur, ce qu'il y a de plus désespérant, et je pense que tu es d'accord avec ça, parce que tu as cet esprit que j'adore, euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'en rire, hein. C'est vraiment... alors c'est un cliché de le dire, mais effectivement, le rire est vraiment la politesse du désespoir. Ouais. Je trouve que c'est ce qui peut désamorcer absolument tous les chagrins. Et moi-même, je suis assez pessimiste dans la vie, mais je suis très gaie. Parce que je pense que c'est un maintien. Je pense que la gaieté est vraiment une manière de traverser l'existence. Et ça, Nine, elle a appris ça à sa fille. On ne se plaint pas. Euh, c'est aussi une certaine éducation hein, qui sûrement, c'est un peu le contraire de l'éducation positive. On écoute tout, on comprend tout. Eh bien non, là, on se tient. Voilà. Et moi, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien dans la vie. On se tient. Mais ça n'empêche pas de dire des bêtises, des blagues, des gros mots, mais on le fait en se tenant. Il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, c'est le Baudelaire. Le Baudelaire, c'est un café. Moi, pour moi, c'est un Mm. véritable personnage. Il se passe des choses. Et puis en plus, on y boit des choses que nous aimons toutes les deux. On y boit des gin tonic dans ce café. Il se passe plein de choses dans un café. Tu as vraiment un café où tu vas ou pas? Oui, oui. J'ai vraiment un café. Je peux le dire maintenant. Il s'appelle en fait le Ronsard. Et au dernier moment, j'ai changé. Mais j'adore. Moi, j'adore regarder la vie des gens. Petite passion. Encore plus que les regarder, c'est les écouter. Hmm. Passion. Bah oui. Juste, c'est comme, regarder. Moi, j'adore les Pays-Bas parce que tu sais, ils n'ont pas de rideau et tu peux passer comme ça dans les rez-de-chaussée et tu vois vraiment la vie des gens. Quel bonheur! Tu viens de dire quelque chose de très Et intéressant. puis, Tu viens de dire, j'aime pour écouter les finir gens. sur Mais le... j'ai l'impression que Oui, oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. je- j'aime aussi beaucoup, j'aime beaucoup le Baudelaire aussi parce que euh, c'est un vrai café parisien. Et aujourd'hui, alors je m'en moque un peu, mais c'est vrai que tous les cafés sont aubergines. On dirait que ce sont les salles à manger de gens qui habitent à la Bastille. Et j'aime bien le Ronsard parce qu'il est encore un peu cracra. Tu vois, les serveurs n'ont pas des t-shirts avec des biceps. On voit qu'ils n'arrivent pas de la salle de gym. C'est des vrais garçons parisiens. Et je ne sais pas comment dire, ça me rassure. Alors, je disais, tu avais dit quelque chose de très intéressant, j'avais écouté les gens. Mais en fait, ce roman, moi, j'ai l'impression que c'est un roman polyphonique de voix. Il y a des voix là dans ce roman. Véritablement, c'est un roman de voix. Comment on fait pour que toutes ces voix soient à l'unisson? Parce que c'est intergénérationnel, puisque Anna, elle a 50 ans, donc sa mère, on imagine qu'elle en a 20 de plus, et après, elle a une ado, elle a quand même une fille de 33 ans qui va se marier, donc je vais pas dire, mais bon voilà, et après, elle a quand même aussi un mari, hein, on va pas oublier Peter. Mais comment on fait pour que toutes ces voix soient à l'unisson et au diapason? Eh bien, euh, j'y ai mis un soin particulier parce que en tant que lectrice, Mhm. je trouve que c'est une des choses les plus gênantes dans un livre d'avoir plusieurs personnes
qui donnent leur point de vue sur une histoire, d'avoir justement un roman polyphonique, comme tu dis, sauf qu'ils parlent tous de la même manière. Et ça, je trouve qu'en tant que lectrice, c'est vraiment un des trucs qui, pour moi, fait que je me dis non, là, c'est pas possible. Pareil. Donc, en fait, j'ai beaucoup écrit de dialogues. Pareil, hein, tu es d'accord, hein? Oui. Là, le mari parle comme la femme, qui parle comme la bergère et comme le commissaire de police. Ça, c'est pas possible. Donc, pour essayer de ne pas tomber dans cet écueil, j'ai fait pas mal de dialogues en fait. D'ailleurs, tu vois, je le regardais tout à l'heure euh, et puis après, je les lisais à haute voix pour entendre comment ça sonnait. Et puis après, il y a certains dialogues de l'ado que je dois dire, je l'ai piqué à mon ado, à moi. Et que le comment ça va, bonne journée, frère, de mon fils, qui n'est pas une fille qui s'adresse à moi, ça c'est du vécu, je dois dire, qui me laisse toujours saisie. Frère, Ouais, on l'imagine. mais c'est amusant les dialogues, hein. Ouais, non, ils sont bien. Alors, tu as choisi que Anna travaille dans l'édition, mais j'ai envie de dire qu'elle aurait pu faire femme d'affaires. Elle a toujours les mêmes problèmes, les problèmes des femmes. C'est-à-dire que les femmes, il faut qu'elles assument tout. On a l'impression on leur fait passer le bac tous les jours. Il faut qu'elles remplissent des cases. Et donc, ça, c'est universel. Mais pour nous, la croustille, c'est l'édition. Parce qu'il y a quand même un passage, moi, qui m'a fait marrer et qui m'a fait penser à ce que parfois je pense quand tu dis qu'elle est obligée d'annuler un déjeuner parce qu'elle va aller déjà avec une autrice qui ne connaît pas l'accord du participe passé avec le verbe avoir. Moi, souvent, quand je lis des épreuves non corrigées, alors attention, c'est méchant ce que je vais dire, je pense la même chose. Je dis, mais là, il faut arrêter. Oui, c'est malheureux. C'était, en fait, d'en faire d'elle une éditrice, c'était vraiment une manière de rendre hommage à cette armée de femmes et d'hommes dans l'ombre qui sont, mais vraiment, qui sont moi, des compagnons de route hein, avec lesquels je travaille tous les jours et qui sont essentiels. Moi, je n'ai rien contre l'auto-édition, hein, ça existe et c'est très bien. Mais il suffit de lire un texte auto-édité pour comprendre l'importance du travail de l'éditeur. Et c'était vraiment une manière pour moi de, de les mettre en lumière, d'essayer de montrer un peu ce qu'est ce métier. Et puis effectivement, je pense qu'aujourd'hui, euh, moi parfois je suis sidérée, je reçois des mails et oui, l'accord du participe passé est quand même gros problème des Français. On est d'accord. Alors, j'ai un livre à côté de moi. Je crois que tu le connais bien. Je voudrais savoir ce Ouais. qu'il représente. Moi, je sais ce qu'il représente pour toi ce livre. Et je voudrais savoir si justement Joseph Kessel, il a eu une influence sur ton écriture. Parce que je crois que c'est un auteur qui est très haut dans ton panthéon. Je voudrais savoir ce qu'il représente Ah ce livre. oui, ah, très très haut, Joseph Kessel. Et surtout ce livre-là, parce que ce livre-là, c'est un livre que mon grand-père maternel, le père de maman, euh, nous donnait. Alors c'était à l'époque, c'était dans la couverture blanche de Gallimard ou dans une autre édition, lorsqu'on était ado. Et ma mère l'avait lu, ma mère le connaît par cœur. Et mon frère, qui était un petit peu plus jeune que moi, évidemment l'avait lu. Moi, je l'ai lu, ma sœur l'a lu. Et d'ailleurs, c'est complètement dingue parce qu'on le lisait à une époque où on était encore très jeune. Et quand même, c'est un livre avec beaucoup de sexualité, de drogue. Mais en même temps, c'était une porte d'entrée géniale dans la littérature parce qu'on était mais fascinés. C'était c'était, pour moi, ce livre, c'est un condensé de la vie. C'est c'est une espèce de tourbillon de la vie. Et ce n'est que assez récemment, et c'est ça qui est dingue, parce que ce livre, je l'ai. Donc, c'est vraiment le livre de notre famille. Et comme toi, je trouve que la lecture est belle parce qu'elle est partagée. Moi, ce que j'aime, c'est lire les mêmes livres que mon mari, que mes parents. Bon. Et là, c'était vraiment le livre de ma famille. Et ce n'est
quand même que assez récemment que j'ai réalisé que le cœur de ce livre, c'est le suicide du frère de Joseph Kessel, qui est la culpabilité de toute sa vie. Et quand j'ai vu ça, ça m'a... Ah, vraiment, ça m'a bouleversée, hein. Je, je, bon, alors, comme les gens un peu dingos, je crois aux signes. Mais là, et pendant très longtemps, je ne l'ai pas vu, Nathalie. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà. Moi, je l'ai lu grâce à toi, hein. C'est toi qui me l'as fait lire ce livre. Je ne le connaissais pas. C'était au tout début où je te suivais. Tu en as parlé avec moi et je me dis si elle en parle et elle dit que ça se transmet dans sa famille, il faut que je le lise. Donc, du coup, je l'ai lu. Donc, il y a 3 tomes, hein, non, un peu plus même. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le montre. Je remettrai les références. Oui, Mais oui, il y en a 4. ouais, lisez-le parce que vraiment, Joseph Kessel. Donc, ce qui nous amène à parler de Axel. Axel, c'est un personnage qui est là, on comprend c'est un meilleur ami de Anna. Il a disparu, mais il est très présent. Et toi aussi, tu dis tu crois aux signes, mais je crois que Anna aussi, elle croit aussi, elle attend des signes de Axel. Est-ce que c'était une évidence pour toi que Axel soit un personnage de ce roman, de ce premier roman, j'ai envie de dire, parce que le précédent livre, c'était pas un roman. Là, c'est vraiment ton premier roman. Est-ce que Axel est indispensable et C'est est-ce qu'il vrai. est indispensable dans les suivants? Je pense que oui, je peux répondre à ta place. Euh, oui, 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 oui. C'était donc Axel. Attends, il faut que j'ouvre. 2 secondes. Oui, oui. J'ouvre, Alors, j'ouvre, j'ouvre. oui, oui, alors Axel, dans le premier roman d'Olivia, le voilà, enfin, le premier livre d'Olivia avec toutes mes sympathies, donc c'est l'histoire de la mort et de la vie de son frère qui s'appelle Alexandre. Et là maintenant on a Axel. Voilà, j'ai meublé, j'ai bien fait. Donc je te relaisse la parole. Bravo. Euh, Axel, Axel, donc Axel, Alex, c'est un anagramme. Et c'était évidemment la présence, euh, comme la présence de mon frère. C'était évidemment, je n'allais pas recommencer à parler de mon frère, mais mon frère est tellement dans ma vie de tous les jours que, que j'ai comme ça inventé cette petite silhouette. Euh, Presque j'aurais pu lui mettre des petites ailes comme un ange gardien, mais je, 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 je crois beaucoup. Il y a une phrase d'Amélie Nothomb que j'aime beaucoup. Enfin, elle en parlait un jour et je crois beaucoup à ça. Elle disait, il faut euh, mériter nos morts. Et quand elle a dit cette phrase au moment de la mort de son père, et je ne l'ai pas tout de suite comprise. Et en fait, je pense que pour que, pour que nos morts euh, nous fassent signe, pour qu'ils soient présents dans nos vies, eh bien, effectivement, il faut les mériter, il faut les écouter, il faut leur parler, il faut les envisager comme s'ils étaient présents. Et donc, Axel, c'était ma manière de dire, Alex, il est bien présent. Alors tout à l'heure je disais il y a beaucoup de légèreté dans ton livre. J'ai une question Eh bien, légère, une petite question légère. Est-ce que tu peux me dire ouais, quelle est la capitale des Tuvalu? vas-y. Tu as entendu la question ou pas? Quelle est la capitale des îles? Non, et attends, il faut que j'ouvre ma porte. Attends, une seconde. Il faut que j'ouvre. Alors, ce sont les aléas du direct, vous voyez, il n'y a pas de montage. Ça, c'est l'avantage des émissions web. Il n'y a pas de montage comme à la télé. Les auteurs ont des vies. Ils ont, voilà, comme une femme, elle a besoin de Attends, tout le monde. il y a le chien qui veut participer. Euh, Ah, Tu m'entends de nouveau? oui, je t'entends toujours. Donc, ma question légère, Regarde. Attends, il faut que je te montre. qui Ouais, cru regarde. qu'Olivia de Lamberterie aurait un chien? Elle avait Voilà un Yoko. chat. Tu avais un chat, mais maintenant tu as un Oui, chien. oui. Voilà. Donc, ma question légère, c'était, est-ce Exactement, j'ai les une deux question maintenant. que tu te Et poses dans ton... d'ailleurs, je ne sais pas, non, je ne sais plus. Je ne sais Ah, plus. Je ah, ne tu ne sais sais plus? plus. Alors, tu poses la question quand même dans Je ton ne roman. sais plus. Donc, c'est les Non, Vaïtou. C'est Vaïtou, je sais pas comment ça se prononce, mais j'ai trouvé ça très drôle. non, c'est à toi. Ça vient comme un cheveu sur la soupe dans ton roman. Je dis, mais qu'est-ce que C'est c'est? ça aussi.
C'est très drôle. C'est Ça, très, très c'est drôle. aussi l'influence de mon fils. Tu sais que le chien d'ailleurs, il y a un chien dans le livre, le chien, il est vraiment né des souvenirs de toi avec ton chien. Ouais, tout le monde me parle de Ghost. Quand j'ai Je me interviewé suis Cédric Sapin de dit ça a été très fort. Le test qu'on a fait avec Cédric Sapin de exactement, et ben, Alors moi, je voudrais qu'on parle un peu de ta double casquette, parce que ça, c'est intéressant, je pense que ça intéresse tout le monde. Comment tu concilies tes deux casquettes, justement, de critique littéraire d'un côté et d'écrivain de l'autre au quotidien? Est-ce qu'il y en a un qui prend plus le pas? Maintenant, quand tu lis un livre, est-ce que l'écrivain vient se dire, oh là là, ça, lui, il fait des tournures, ou tu dissocies complètement? euh, mon métier de tous les jours, c'est vraiment d'être journaliste et critique littéraire. Et le fait d'avoir écrit des livres, ça a créé un double mouvement. D'un côté, je pense que je suis plus bienveillante, peut-être, parce que j'ai découvert la difficulté de l'écriture, hein, qui consiste vraiment à escalader une montagne avec des tongs. Euh, euh, donc parfois, c'est difficile. Euh, et d'un autre côté, comme je suis assez exigeante avec moi-même, je suis aussi exigeante avec les livres, hein, et avec les auteurs. Mais ce, 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 qui est sûr, c'est que peut-être que, comme toi qui es une grande lectrice, je vois plus parfois comment c'est fait. Je vois l'envers. C'est comme si sur une robe, euh, tu vois un peu le patron. Et ça, d'ailleurs, c'est pas bon signe. Hein, d'ailleurs, il vaut mieux ne pas voir. Hein. Parfois, il y a des livres, c'est les plus beaux. Parfois, il y a ça. Je me souviens, j'avais eu ça avec Serge de Yasmina Reza. Et tu vois pas comment c'est fabriqué. Tu te dis, mais comment elle a fait? Et ça, j'adore. Et tu t'isoles pour écrire, tu écris quand? Parce Tu que vu tout vois? ce que tu fais comment pour écrire? Alors, non, très concrètement, il y a toute une bande de filles journalistes qui se lèvent à 6 heures du matin. À 6h02, elles sont fraîches comme des roses. À 6h03, elles sont devant leur ordinateur. Et à 7 heures, elles ont écrit un chapitre. Bon, alors là, pour moi, c'est de la science-fiction. Hein. À 6 heures, je supplie mon mari de me pousser du lit pour que je tombe, pour me lever, pour aller à la télé matin. Et les autres jours, je dors le plus tard possible. Donc, non. Et puis, j'ai l'impression que pour moi, l'écriture, c'est un exercice de concentration. Donc, en fait, je ne peux pas faire par petits bouts. Donc, dès que je peux, le week-end ou pendant les vacances, je pars dans le sud avec mon chien et tous les deux, on écrit très bien. Il est à côté de moi. Et puis, je vois que vers 16 heures, quand même, il commence à tourner beaucoup autour de l'ordinateur. Donc là, je pars me promener dans le maquis et le livre s'écrit pendant ce moment-là. Tout ce qui a infusé dans la journée, tout d'un coup, je marche et ça devient clair. Je, mon rêve dans la vie, ça serait d'avoir comme Jean-Paul Dubois, tu sais, qui est mon héros, qui aime autant que nous les chiens d'ailleurs, ça serait d'avoir 30 jours devant moi et d'essayer d'écrire en 30 jours. Tu vois, de rester dans Challenge. cette espèce de Ouais. concentration tout le temps. Tu veux qu'on te fasse une distance? Oui, est-ce que tu peux me faire un mot? Oui. Je vais juste ouvrir une parenthèse, je voudrais parler d'un auteur que nous aimons toutes les deux à des stades différents, qui est Basile de Bure, Ouais. qui est ton fils, que moi j'ai découvert. Je trouve qu'il a une plume extraordinaire, même dans son petit fascicule qu'il vient de faire pour la jeunesse, je trouve ça extra. Je sais qu'il est en train de travailler, puisque nous sommes en lien. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, quand tu as lu le livre de ton fils? Ah bah, j'ai été très bouleversée d'abord. Hein.
Euh, j'ai été bouleversée par, bon, d'abord par quelque chose que je connaissais déjà, mais par son empathie, euh, par la manière, dans son premier livre, il racontait l'entraînement de ces petits apprentis joueurs de foot, et par l'empathie qu'il avait pour eux. Euh, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Et même si tu n'as aucune idée de ce que c'est que le football, c'était vraiment des trajectoires humaines. Et dans le deuxième, encore plus. Euh, et puis après, au-delà de ça, j'ai été très frappée par son écriture, parce que je trouve qu'il a une écriture très classique, ce qui pour moi est un très grand compliment. C'est-à-dire, c'est une écriture qui se déploie, euh, et qui, j'aime beaucoup que pour des sujets de société euh, qui apparemment ne nécessiteraient pas une écriture aussi classique et aussi travaillée, eh bien justement, j'aime beaucoup ce niveau d'écriture, presque en décalage avec parfois son sujet. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Non, non, je Aussi, je trouve qu'il y suis a une écriture très, particulière. très impressionnée. Oui, hein? Il se dégage quelque chose de très particulier. On n'est vu que chez lui. Il a une délicatesse, il a une précision là, et puis il est toujours là où on ne l'attend pas. Donc voilà. Donc je vais refermer la parenthèse. Moi, je refais parler Olivia en Oui. tant que mère, en tant que critique littéraire et en tant qu'auteur. Donc voilà, on referme la parenthèse et on va passer à un vaste sujet qui est l'amitié. L'amitié, ça représente quoi dans ta vie? Et dans ce livre, l'amitié, elle est quand même très très présente. Oui, parce que je pense que l'amitié a beaucoup souffert du succès de l'amie prodigieuse Mmh, pas bête. de Elena Ferrante. Parce qu'elle était tellement terrible, alors que moi je pense que c'est la chose la plus précieuse du monde. Pourquoi? Parce que je trouve que l'amitié, la vraie, c'est une des rares situations dans la vie où l'on peut se mettre absolument à nu, Oui. où on n'a plus besoin de jouer un rôle social, que vraiment, euh, et, et c'est un soutien extraordinaire, hein. Donc là aussi, je voulais inventer une forme, parce que malheureusement, mes amis, je n'ai pas le temps de les voir toute la journée, mais c'est vrai, en revanche, que toute la journée, on s'envoie des textos. Et en signe d'amitié, ces textos, on essaye qu'ils soient drôles, qu'ils soient bien écrits, pour, et il y a une espèce d'émulsion, tu sais, on s'émulsionne les unes les autres. Mais alors là, je pense que sans amitié, la vie est plate comme un trottoir et pas la peine d'être vécue, hein. Oui, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Puis en plus, l'amitié, ce qu'il y a de bien dans l'amitié, c'est que même si on ne se parle pas pendant des mois, Ah on, bah, on se retéléphone, on a l'impression de reprendre la conversation là où elle s'était arrêtée. Et ça, moi, pour moi, c'est la vraie amitié. Après, ce qui est compliqué dans l'amitié, et je pense que tu es confronté à la même chose que moi, puisque nous avons des auteurs exactement. qui sont très amis. Quand on lit des amis auteurs, moi, je suis obligée de faire abstraction, je dis, je ne la connais pas. Parce que je ne connais plus cette personne. Je suis obligée de me conditionner pendant 24 heures avant de commencer à lire, parce qu'on a toujours l'affect. Et ça, c'est la question. C'est très compliqué de lire ses amis, comme ses enfants, j'imagine. Ah bah ça, et j'ai beaucoup d'admiration pour la manière et la franchise avec laquelle tu le fais, parce que ça, c'est quasiment mission impossible. C'est, euh, ça nécessite mais des trésors à la fois d'affection et de diplomatie. Tu vois, on pourrait t'envoyer en Ukraine, tu négocierais. Euh, Enfin, c'est sûr. je trouve que non, mais c'est, c'est très difficile de faire abstraction de la personne. Et bon, alors moi j'ai de la chance parce que euh, on a une très bonne amie en commun qui est Monica Sabolo. Et,
et je suis à chaque fois éblouie par sa langue. On parlait de langue, par sa langue, par sa poésie. Je me dis, mais comment elle fait? Elle, Et encore, on n'a pas tout vu, Sandrine, hein. elle On est n'a pas tout vu. merveilleuse et oui, exactement. Il y a Tu as encore, raison, on n'a pas il y en a tout beaucoup, vu. il y en a beaucoup sous le pied On n'a pas tout et vu. il y a des choses où j'aimerais bien la voir. Comme toi, j'aimerais bien te voir, mais chacun sur ton troisième roman, puisque moi, un auteur, je l'attends toujours sur son troisième roman. Parce que le premier, donc il y a la fulgurance du premier, on est super content. Le second, souvent, on se dit c'est dans la continuité, mais le Oui. troisième, c'est quand même là où tout s'installe. Donc, moi, j'attends toujours un auteur sur son troisième roman. Voilà, j'ai posé les. Mais tu le savais, je crois. Donc, il n'y a pas de souci. La pression est ici. Alors, j'ai une petite question à la chevalier que je n'ai jamais posée à un auteur. C'est une exclusivité. Si tu avais la Ouais. possibilité de passer une journée entière dans le monde d'un livre que tu as aimé ou critiqué dernièrement, ce serait lequel et pourquoi? Oh, dans un livre que j'ai critiqué dernièrement, c'est génial. Euh, alors, pourtant, il n'est pas très gai, hein, mais euh, je crois que je suis très, très, très amoureuse de tous les héros de Jean-Paul Dubois. Ouais. Ils s'appellent tous Paul, Donc tu aimes Simon Paul, c'est ça. et, et voilà. Et ils ont une manière de voir la vie que j'adore. Parce qu'ils sont à la fois très drôles, très mélancoliques. C'est vraiment. Et pourtant, dans le dernier, il fait que pleuvoir. C'est presque pré-apocalypse. Mais j'adorerais voilà, prendre la main de Paul et aller promener le chien sur la plage. Et surtout que dans le dernier, il y a une scène extraordinaire. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est quand tu lis un livre, tu lis, et donc chez Jean-Paul Dubois, on est un peu, on est chez nous, hein, tu vois, il y a toujours des gimmicks, donc tu es là, tu es vraiment dans ton univers, et puis tout d'un coup, tu fais, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et tu relis, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et dans le Jean-Paul Dubois, je ne sais pas si tu l'as lu encore, tout d'un coup, le chien Si, se j'ai lu. met à parler au maître. Voilà. Et il y a ce truc génial, et parce que le maître Paul lui dit mais tu savais parler? Et le chien lui mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Et le chien lui répond parce que tu ne me l'as jamais demandé. Et moi, je peux me mettre à pleurer, à faire des triples saltos de joie pour une scène comme ça. Et moi, souvent, tu sais, je parle et ma mère me dit, Après, mais avec qui tu parles? Avec qui tu j'adore. t'entends? Et c'est souvent avec le chien, en fait. Après, Comme si le chien j'adorerais avait une seule exactement. Bah, bien sûr. J'adorerais vivre dans des romans américains de Richard Ford. J'adore cette mythologie-là. Tu vois, dans un petit village du fin fond du Michigan. J'adore ça. J'adore ça. Bon, elle n'était pas si compliquée que ça, ma Genre un question. pick-up. Je te vois Non, bien. il est génial. Est-ce que, est-ce que je peux le récupérer? Non, Et une canne à pêche. je te la donne, je te l'offre, la question, Olivia, si tu la veux, je te l'offre, sans problème. Alors, je reviens pour les questions. Ah oui, elle est bien. Alors, nos petites questions. Faites-vous une différence entre l'amitié depuis l'enfance et les autres? Eh bien, elles ne sont pas les mêmes, mais je trouve que c'est complètement faux de dire qu'on ne se fait pas d'amis après 30 ans, 40 ans. Moi, je me suis fait des amies tardives et, et je les adore. Et bon, c'est sûrement pas la même nature, mais je trouve que c'est complètement faux de dire qu'on ne se fait pas d'amis tard. Heureusement qu'on se fait des amis tard, hein. Sinon, à quoi bon? Bien sûr.
Et, alors, notre petite chroniqueuse, la Squirrelito, voudrait savoir. Non, en fait, elle ne veut Ouais. pas savoir, elle veut juste dire qu'en ces temps d'agressivité, d'extrémisme, de manque de dialogue, vous écouter, non pas vous entendre, mais vous écouter, est un souffle d'air purifiant, un souffle de bienveillance. Et la vidéo devrait être diffusée en boucle, là on se rejoint, on est d'accord, à l'image des romans d'Olivia. Voilà. Olivia, viens, on part en Ukraine. Alors, moi Oui. j'ai quand même reçu d'autres questions. Alors, il y a Patricia qui voudrait savoir comment, quand vous avez commencé à écrire, euh, comment ça s'est passé, cette idée de se dire, voilà, je suis une chroniqueuse quand même assez connue, et là, je me mets à écrire, c'est sûr, on va m'attendre au tournant. Et encore plus si on commence à faire du roman, parce que le récit, bon, c'est personnel, on peut imaginer qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais le roman, ça vous lance dans quelque chose qui est installé, je dirais, être romancière. Est-ce Oui, que oui, c'est... elle est très juste. Elle est, elle est, elle est très, elle est très juste. Euh, Vraiment, je ne voulais pas écrire avant la mort de mon frère. Et puis, j'ai tellement été heurtée euh, par les réactions des gens à propos du suicide, à propos de cette manière qu'on avait de lier dans notre société le suicide avec l'échec. Et moi, je voulais montrer que ça n'avait rien à voir, que on ne se suicide pas parce qu'on a raté quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire rater. Donc, j'ai fait ce premier livre vraiment pour raconter mon frère vivant. Et puis, j'ai trouvé que c'était un espace de liberté vraiment absolu. Et je, je, parce que quand on est journaliste, j'adore mon métier de journaliste, j'adore écrire sur les livres des autres, j'adore lire les livres des autres. Mais quand vous êtes journaliste, vous écrivez pour quelqu'un. Vous écrivez pour votre rédactrice en chef, vous écrivez pour votre chef de service. Et là, la liberté du roman, et c'est là où je réponds à la question, c'est que je pense qu'il ne faut jamais penser au lecteur quand on écrit. Jamais, 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 jamais. Parce que on n'écrit pas pour faire plaisir à un lecteur ou pour le choquer ou pour lui causer du déplaisir. Je trouve que l'écriture, ça devient intéressant ce moment où tout d'un coup, vous écrivez quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et là, on s'en fiche de la réception du livre. C'est après, tout d'un coup, quand on a fini, on se dit waouh, bon là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont le lire. Mais je pense que c'est vraiment un piège d'y penser pendant l'écriture. Qu'est-ce que tu as découvert que tu n'aurais pas imaginé? Et d'ailleurs, pour moi, le plus important. Ah, euh, Parce que finalement, c'est étrange de chroniquer plein de livres comme mais ça, puis d'un je, coup, de se mettre à écrire. j'ai découvert sans doute quelque chose, Nathalie avait raison comme toujours, quelque chose qui avait à voir avec la solitude, quelque chose qui avait à voir avec euh, l'incommunicabilité, pour employer un grand mot, quelque chose que je ne savais pas dire avec des mots dans la vraie vie et que en essayant de le déterrer au plus profond de moi-même, j'essayais de mettre avec des mots. Hmm. Oui, Hélène je voudrait trouve savoir que quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire justement. oui. Euh, euh, Si par exemple, non, le début de sa question n'est pas ça. C'est, j'ai l'impression que vous êtes resté avec le roman dans votre zone de confort, en tout cas dans un milieu que vous connaissez bien. Si une fée apparaissait et vous disait, maintenant aujourd'hui, tout est ouvert, tout est permis, quel est le roman que vous auriez envie d'écrire? Hmm. Euh, peut-être, peut-être une. Je suis très admiratif des énormes sagas familiales. Une saga en 8 volumes avec une famille sur
17 générations, hein. Ça, je trouve qu'il y a un plaisir de lecture euh, que j'aimerais euh, savoir faire. Mais alors, est-ce que je suis restée dans ma zone de confort? Je suis Bien restée en sûr. tous les cas dans quelque chose que je connais. Mm. Elle a raison, Hélène. Elle a raison. Mais il faut. Mais quelque chose qu'on connaît n'est pas forcément J'avais trop confortable, hein. peur. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses très inconfortables dans ce livre. Mais, mais elle a raison. Après, euh, on parlait de la réception du livre. Je me souviens que pour le premier, quand j'ai eu fini, je l'ai rendu à Manuel Carcassonne, mon éditeur. Les épreuves sont arrivées, il fallait les relire. Bon. Et je me souviens très bien d'un coup de téléphone, je ne sais plus où j'étais peut-être en Espagne avec mon mari. Et tout d'un coup, j'ai dit à Manuel, écoute Manuel, j'ai quelque chose de très important à te dire. En fait, ce livre, ce qui était important, c'est qu'il existe. Mais maintenant, je vais aller l'enterrer au fond du jardin et puis on n'en parle plus. Parce que tellement, vous voyez, je n'avais pas pensé à la réception avant. Alors là, j'ai senti une espèce de grand blanc au téléphone. Il me dit, mais t'es folle. J'ai dit non, 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 non. Et je pensais vraiment, je pensais exactement à ça. Ah, il y a mon mari qui arrive, qui a mis un peu de lumière. Peut-être c'est mieux. Je remercie. Mais Je remercie tous les oui, une assistants, les saga. Tu enfants aimerais pas écrire une saga? Une saga, ok. Exactement, le chien. Ça serait un peu, Ouais, c'est un peu ce qu'a fait Karine Ressé là avec la maison d'été ou qui est traversée cette maison qui est traversée par tout plein de familles de génération en génération. Alors il n'y a pas 17 générations, mais cette réflexion me fait penser aussi à Troya avec les semailles et les moissons où on les voit parce que exact. c'est très impressionnant de faire mourir les gens, de passer à la génération suivante pendant que soi-même on est resté sur 1 an ou 2 ans en fait. Exactement. C'est votre Exactement. job, hein, les amis, là. C'est vous, hein, les auteurs, les vampires. Donc, bon, hein. Les vampires, les éponges, les prédateurs, on a beaucoup de noms comme ça, oui, c'est vrai. Sinon, il y Ben, a voilà, les Jalna que vous pouvez relire. Jalna, il faut relire Jalna, Ah, bah, qui bien vient de sûr. être réédité Anna, chez J'ai lu et c'est génial. ouais. extraordinaire, bien sûr, un souvenir. Je trouve que Bernard Pivot, il disait ça, et c'est pour moi quelque chose de très important, aussi bien d'ailleurs en tant que lectrice que autrice. Il disait, il ne faut jamais oublier la gratification du lecteur. Donc sans doute, il faut oublier les lecteurs, mais pas la gratification. Ça ne veut pas dire forcément le plaisir, hein, parce que moi, sans doute, les livres que j'aime le plus, c'est des livres qui dérangent, euh, les livres ne sont pas là pour nous consoler, ils sont là pour peut-être nous réveiller. Et... Mais la gratification, c'est important. Hmm. C'est d'une certaine façon ce que Marguerite Duras appelait la part du lecteur. Et que Exactement. Hubert Nyssen transformait ça en attention, le lecteur a horreur qu'on se perche sur son épaule pour lui dire ce qu'il doit penser. D'accord. Ah, je ne connaissais pas, mais c'est tellement juste, bien sûr, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre en cours? Il faut rester. Oui, 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 il y a un troisième livre en cours, hein. Donc là, je suis en train de faire une sorte de performance digne d'un livre de record. C'est que j'ai décidé de lire quasiment, pas toutes, mais le plus possible de la rentrée littéraire avant mes D'accord. vacances et de partir en vacances pour continuer d'écrire. Ok. Donc j'ai une sorte de tête, j'ai l'impression que si on me secoue, tu sais, il y a la phrase, on me secoue, je suis plein de larmes, et moi, on me secoue, je suis pleine de mots, de tous les mots des autres. Mais rassurant. On espère que ça s'écrit MOT. Oui, 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 je pensais à voter. Oui, oui. Oui, oui, Et bien sûr. est-ce que le fait de lire comme ça beaucoup, 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 euh, ça fait pas quelque chose qui est tout d'un coup, il faut vraiment que le livre
ça soit une espèce de bombe. Je pense à ça parce il y a eu une question dans celles qui sont arrivées où la femme disait, je vous ai lu parce que vous avez conseillé un jour l'année de la pensée magique et Mhm. j'ai adoré ce livre et j'ai lu avec toutes mes sympathies à cause de ça. Ça m'a fait rire comme ce lien entre ce que tu avais chroniqué et Bien voilà. sûr. Mais est-ce que la Quel trait d'union? multiplicité, Bah, c'est-à-dire que je pense quand même que euh, les livres qu'on aime sont comme une espèce de carte d'identité Hmm. de soi-même. Euh, D'ailleurs, il y a aussi des livres, ça, je m'en suis rendu compte pendant que je faisais Le Masque et la Plume. Il y a des livres que je devais lire pour le programme du Masque. Je savais qu'ils étaient bien, mais je ne les aimais pas. Ce n'était pas mon goût. C'est d'ailleurs très compliqué à expliquer parfois aux gens. Mais il y a des auteurs très respectables, mais ça ne me touche pas. Ça, comme une musique qui ne résonnerait pas. Donc, il y a pas très longtemps, j'ai déménagé, donc j'ai été obligée de vider une partie de ma bibliothèque parce que j'avais vraiment trop de livres. Et sur le moment, ça m'a vraiment désespérée parce que c'est comme si tous ces livres constituaient ma personnalité aussi. Si tu veux hmm. savoir qui je suis, tu regardes ma bibliothèque. Alors, il y a des trucs bizarres, il y a des livres mauvais aussi parfois. On aime des livres mauvais, mais ils correspondent à... Ou... Bon, alors, je suis très, très exigeante, effectivement. Comme tu dis, il faut que ce soit une bombe. Et en même temps, parfois, je peux aimer un livre complètement raté pour une page. Et je me dis, ah bon, tu vois, C'est je me dis, ah réconfortant. ça, alors le reste, c'est pas grave. Bon, bah, mon prochain Oui, livre, oui, oui. mon Mais prochain c'est livre vrai. ferait une page pour Olivia. Et, est-ce que tu relis? J'aimerais beaucoup relire là. J'aimerais beaucoup relire. Ça, j'ai pas le temps, mais c'est quelque chose dont je rêve. Alors, il y a des livres que je relis. Je relis régulièrement Bonjour Tristesse. Et à chaque fois, je suis émerveillée de, du style de Françoise Sagan. De, Oui, elle a 18 ans et elle écrit comme un vieux sage. oui, C'est incroyable. oui. Elle, donc tous les gens qui disent sa petite musique sont tous des affreux misogynes parce que c'est tout sauf une petite musique, c'est une énorme symphonie. C'est Mozart. Et alors qu'on essaye de nous faire croire que c'est France Gall. Non, Comme ceux qui disent que Christian Bobin, c'est simple. mais ah ben pareil, exactement, voilà, exactement, Et, exactement. Mais je trouve que le plaisir de la relecture est un plaisir très particulier. Il y a un livre génial de Laure Murat sur le plaisir de la relecture. ouais. C'est bon. Et puis parfois, c'est comme les films de Claude Sautet. En fait, on les aime aussi parce qu'on se souvient du moment où on les a vus. Euh, euh, et puis parce qu'on était jeunes, peut-être. On retourne au début à la question de Nathalie. Euh, on aime cette période de la vie qui est rattachée à ces instants. Mais avec mon mari, récemment, on a revu des Claude Sautet, on a revu Vincent François, Paul et les autres, et j'ai trouvé que c'était merveilleux. J'aimerais, j'ai relu, j'ai relu, si parce que j'en avais lu un peu, mais j'ai lu Paul Guimard, le Monsieur Groult, Oui, le mari de Benoît de Groult, et qui est très injustement oublié. Mais j'ai trouvé que c'était magnifique. Nathalie, t'es d'accord? je suis d'accord. Je suis d'accord. Grand amoureux de la mer. Mais ah, mais voilà, il y a la mère, et puis il y en a un qui vient d'être réédité grâce à Blandine de Caunes, la merveilleuse Blandine, qui s'appelle Rue du Havre. Et c'est une merveille d'écriture, hein. Il faut quand même jamais oublier ça, que la seule chose que mon métier me permet, parce que maintenant je ne suis pas un perdreau de l'année, hein, comme on dit, c'est, c'est un écrivain, c'est une écriture. Il ne faut pas oublier ça. Un écrivain, c'est pas une histoire.
les histoires, elles sont toutes les mêmes. Je t'aime, moi non plus. Bon, après, on peut rajouter un peu de guerre, un peu de paix, un peu de. Mais si à la première page, on n'entend pas une voix, on n'a pas envie de prendre un crayon et de mettre une croix dans la marge, ça marche pas. Voilà. Moi, j'aime mettre des croix dans la marge et tout d'un coup être ébloui par une phrase. C'est ça qui est. Et si on est ébloui par une phrase, et ben si après c'est un peu plus faible, et ben c'est pas grave. Moi, je pardonne tout aux écrivains qui d'un coup vous donnent une phrase. Donc Alors, finalement, je suis pas. euh, évidemment, Oui, on a besoin de ton conseil lecture. Oui, est-ce Si on va demander un conseil lecture, c'est bien toi. moi, j'ai plus rien à lire, Olivia. Est-ce que tu peux me conseiller un livre? Promis, je mens pas. est-ce que vous avez lu? Attends, il faut que je. Est-ce que, mais je me demande si tu l'as pas lu. Attends, il faudrait que je l'attrape, mais que je tombe pas. Des gens comme il faut. Oui. Au cher tu l'as lu, Nathalie? Ça me dit quelque chose, ça, des gens comme. Parce que j'en lis tellement, moi Elle aussi. va me le sortir de son bureau. Mais non, mais moi, j'ai plus le bureau. Attends, je vais te le montrer. Euh, Attends, regarde. C'est chez Presse de la Cité, non? Sors. Florence Châtaignier. Florence Châtaignier. Cherche midi. Voilà. Ah, Cherche midi. Cherche midi. Exactement. Florence Châtaignier, voilà. Je l'ai pas encore perdu. Cherche midi, Florence Châtaignier, des gens comme il faut. C'est une histoire de famille racontée avec une infinie délicatesse d'une femme qui a toujours mis un mouchoir, une nappe, une couverture, une couette sur ses histoires de famille, et puis qui un jour descend dans sa cave et elle va ouvrir littéralement les boîtes où il y a les photos de famille, la correspondance, et essayer de trouver sa place dans cette famille-là. C'est vraiment d'une délicatesse absolument incroyable. Je remettrai la référence sous la vidéo. Moi, Je mon vous en dis conseil de pas plus. lecture, il est là, mon conseil de lecture. Et il y en a même deux. Ils sont là. Donc, pour ceux qui ne les ont pas lus, ou ceux qui ont envie de les relire, relisez-les. Moi, ça m'arrive beaucoup de relire les livres. Souvent, quand j'ai lu un truc mauvais, je me refais un peu comment font les gens. Je relis des livres de Frédéric aussi. Voilà, les amis sont faits pour ça. On les relit aussi. Donc, voilà. En tout cas, un grand merci. Nous, on se retrouvera mercredi prochain où on va faire une rencontre croisée avec Olivier Adam et Karine Busset. Et ça sera Frédéric qui sera aux manettes pour une fois. Donc voilà, ce sera une belle rencontre. Un couple d'écrivains. Couple d'écrivains. En tout cas, un Et grand. je n'ai pas lu le livre Ah ben tout ça. mais le livre d'Olivier Adam est très réussi. Exactement. Ah, mais le livre de Caride est magnifique. Donc, à lire, à défendre. Bon, alors. Ah bah très bien, je commence ce soir. Parfait. Encore un grand merci. Merci beaucoup, Olivia. beaucoup. Et puis au prochain roman. À bientôt. Exactement. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée, mesdames. Merci beaucoup.